Donc voilà, vous l'avez compris, le décor de la journée est planté, c'est l'action. On vous invite à faire la même chose, il y a un photocall juste derrière avec un certain nombre de stylos et de papier blanc à votre disposition et on peut vous prendre en photo pour garder un souvenir de cette journée avec votre engagement à vous. Vous voyez que le florilège est très vaste, on a quelques suggestions pour celles qui manqueraient d'idées ou ceux qui manqueraient d'idées, mais je suis sûr que vous en aurez un bon paquet. Donc voilà, le thème de l'action aujourd'hui est planté. On va passer une journée ensemble. On commence avec du retard, forcément. Deux interventions en plénière, tous ensemble, suivies de 5 ateliers. Et puis on terminera la matinée autour d'un plateau de fameuses et du terme de l'engagement, puisque vous l'avez vu sur le programme, toute la journée est déclinée sous le thème de l'action, mais aussi surtout sous le vocable sous l'utilisation de termes, de verbes d'action. Alors on démarre cette matinée avec un sujet important puisqu'il paraîtrait que les femmes osent moins. Et parce qu'elles osent moins, elles oseraient moins demander. Donc vous connaissez l'adage, qui ne demande rien n'a rien. Donc Annie en a parlé à l'instant, il faut oser négocier. Oser négocier, mais peut-être aussi aller plus loin, aller exiger un certain nombre de choses, voire entrer dans le conflit, dans l'épreuve de force qui peut être aussi un ressort pour arriver à faire bouger les choses. Et c'est la question qu'on a posée à Jean-Édouard Grésy pour ouvrir cette matinée sous cette déclinaison d'un certain nombre de verbes, demander, exiger, négocier, jusque peut-être aller au conflit, à l'épreuve de force. C'est une manière de planter le décor. Alors, Jean-Édouard Grésy est anthropologue, il est docteur en droit et diplômé de l'EDEC, il est président et cofondateur du cabinet Alternego, il est également auteur, son dernier ouvrage, c'est La révolution du don. Et vous connaissez tous le syndrome de la femme de. Je suis heureux de vous présenter avec un brin de malice aujourd'hui quelqu'un qui est fils de, puisqu'on a ouvert l'an dernier avec Brigitte Grésy et aujourd'hui on ouvre avec Jean-Édouard Grésy. Merci Jean-Édouard, on vous laisse la parole et on a à peu près une demi-heure à passer avec vous. Merci Eric. Merci Marie. Effectivement, je suis le fils d'eux, donc je fais partie des féministes par imprégnation familiale, ce qui n'empêche pas d'avoir des problèmes aussi avec ma mère, comme 100% des hommes. Je suis effectivement expert dans l'engueulade, c'est mon métier, et je m'engueule avec tout le monde, quels que soient les sexes, pas n'importe comment, c'est ce qu'on va voir maintenant, de manière productive. Et je voudrais citer en introduction une femme absolument remarquable qui s'appelle Mary Parker Follett. Ses écrits ont été réédités sous le terme Mary Parker Follett, Prophet of Management, rien que ça. Marie Donzel a fait un magnifique article sur elle que vous pourrez retrouver en tapant Mary Parker Follett, Marie Donzel. Et elle donne cette belle image, elle dit « Le conflit, c'est comme le frottement de l'archet sur les cordes du violon. C'est comme le frottement des roues du train sur les rails. Sans frottement, il n'y a pas de musique. Sans frottement, il n'y a pas de déplacement. Et tout l'art du management, c'est d'accompagner le frottement pour que la musique soit belle, pour que le train ne déraille pas. » D'où l'importance, effectivement, de développer une conflictualité saine dans nos organisations et puis dans nos liens, quels qu'ils soient, y compris intimes. Le conflit est passionnant sous divers aspects. D'abord, c'est un bel indicateur d'une culture d'entreprise. Si je caricature, vous avez deux grandes cultures. La culture du conflit froid, très répandue en France, puisque un des plus grands sociologues français, Michel Crozier, disait qu'une des caractéristiques de notre management, c'était l'évitement des relations de face à face et la fuite face au conflit. Du coup, ça déclenche un peu la culture du conflit de canard, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'en surface, j'aborde le sourire du musée Grévin, et sous l'eau, ça palme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'énerve, hein. Je le croise le matin, je dis ça va, ouais, t'inquiète, hein. Et du coup, par derrière, effectivement, il y a des choses qui se passent et ça peut générer une défiance généralisée. Et des risques psychosociaux, puisque l'absence de débat, effectivement, quand on a le travail à cœur, et c'est le cas de nous tous, génère effectivement des difficultés pour pouvoir faire ce qu'on fait, tout simplement. Et puis vous avez la deuxième culture, l'autre extrême, je caricature toujours, la culture du conflit chaud.
hein. Et effectivement, dans certains métiers, vous travaillez sur un chantier, avant de monter sur l'échafaudage, s'il est branlant, vaut mieux s'engueuler avant de monter, d'accord ? C'est préférable pour votre sécurité. La culture du conflit chaud, naturellement, est efficace dès lors qu'elle ne dégénère pas en violence. Et c'est encore une fois tout l'art du management que de pouvoir accompagner le conflit de manière saine et régulée. Je faisais une petite intro sur le conflit puisque non seulement il révèle une culture d'entreprise, mais en plus, il apparaît comme un facteur de blocage des mécanismes de décision. Grâce au conflit, on sait un peu comment les décisions se prennent ou se bloquent. Et je vais illustrer donc mon propos, si ça marche. Alors, j'ai toujours eu des problèmes avec la technologie. Voilà, ça marche. Voilà, conflit chaud, conflit froid, hein, c'est très, très gaulois. Et je vais donc illustrer mon propos en 3 temps. D'abord, quels sont les différents modes d'action, comment agir, comment faire en sorte que les choses soient faites avec nos collègues, avec nos clients, avec nos fournisseurs, nos partenaires, avec nos enfants, avec nos conjoints, etc. Deuxième temps, je vais aborder un des mécanismes les plus passionnants pour un anthropologue, comment faire en sorte que les choses soient faites de manière informelle, presque sans compter, presque naturellement au quotidien. Et effectivement, je vais parler du don sans trop de surprise. Et puis enfin, 3e temps, nous verrons comment développer notre agilité pour passer d'un registre à l'autre à bon escient. D'accord ? Alors, 1er temps, 4 modes d'action. Agir, 4 manières de le faire. 1er temps, le pouvoir, très répandu dans nos organisations, notamment au niveau managérial, puisqu'on est assez connu pour avoir une culture managériale assez Louis XIVe. Je commande, tu exécutes. À l'ombre des grands chênes ne poussent que des glands. Pourquoi dégrader mon lumineux projet avec des gens moins comprenants ? Alors, l'avantage du pouvoir, évidemment, c'est que ça permet de se mettre d'accord avec soi-même pour faire en sorte que les choses soient faites. Ça permet de prendre des décisions rapides et parfois c'est nécessaire pour prendre des décisions impopulaires. L'inconvénient, évidemment, c'est que les gens ne sont pas tellement associés aux décisions et que vous voyez bien que même quand vous rentrez chez vous le soir et que vous tombez sur un petit qui fait 1m10, parfois vous êtes tenté de lui dire « Écoute, toi, tu vas arrêter de m'embêter, tu vois que tu fais 1m10, donc je commande, tu exécutes, et si tu n'es pas d'accord, je compte jusqu'à 3. » D'accord ? Je l'ai fait, hein, je le fais encore. Sauf que dernièrement, j'ai un de mes garçons, pour le coup, qui m'a recadré en me disant « Écoute, papa, les châtiments corporels sont interdits dans 47 pays. D'accord ? Est-ce que je dois en arriver à appeler le 119 ? Allô, enfance en danger. » Alors effectivement, vous voyez bien que le pouvoir peut dégénérer en épreuve de force et qu'il faut savoir en sortir. Hein. D'où ce 2e registre, les règles, très importantes aussi, hein, puisqu'elles permettent de rééquilibrer les rapports de force, rééquilibrer aussi les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes, notamment, rééquilibrer les rapports de force entre l'employeur et l'employé. C'est absolument indispensable d'avoir un cadre pour savoir qui est bon joueur, qui est tricheur, pour se rassurer sur notre manière aussi d'interagir aux autres dans une organisation, par exemple. Le problème, c'est que les règles ont aussi des limites. Hein. Voyant que le pouvoir ne marchait pas, par exemple, dans ma vie privée, j'ai, en tant qu'anthropologue du droit en plus, donc je suis assez sensible au sujet des règles, j'ai mis en place des règles. J'ai 4 enfants, du coup j'ai dit, bah voilà, le lundi c'est toi, le mardi c'est toi, le mercredi... Et là il y en a un qui m'a dit, ouais mais c'est pas juste. Une fille cette fois, c'est pas juste. Je dis, mais en quoi c'est pas juste? C'est égalitaire, tout le monde se met la table un jour donné de la semaine, on ne peut plus juste. Et elle me dit, bah oui, mais moi je suis trop petite pour atteindre les verres dans les placards. Et elle a raison, c'est-à-dire que l'égalité stricte en droit génère des inéquités dans les faits, puisque le droit ne peut pas prendre en considération toutes les particularités de chacun. D'où ce 3e registre, et ça m'a fait énormément plaisir de le voir comme un engagement pour démarrer la journée, la négociation. Voilà, la négociation.
La négociation qui est essentielle dans nos vies, qui consiste tout simplement à intégrer l'autre dans mon équation personnelle. Négocier, c'est un système de décision conjointe, si on doit le définir, d'accord ? Les choses sont faites parce qu'on tombe d'accord pour les faire. On peut signer un contrat éventuellement, on peut faire une convention, on peut taper sur un mur comme les maquignons faisaient autrefois. On tombe d'accord pour faire les choses d'une certaine manière. On va en dire un peu plus sur comment négocier naturellement, mais le problème de la négociation, c'est que c'est une obligation de moyens, pas de résultat. Parfois, on ne tombe pas toujours d'accord, ça peut être complexe. Par ailleurs, il y a des principes à respecter, notamment une règle d'or, pas de concession sans contrepartie. Pourquoi ? Pourquoi Comment ? Sinon, on va se faire arnaquer, oui. Et pour une égalité, s'il n'y a pas de contrepartie, tant que l'autre obtient, qu'est-ce qu'il se dit ? Je continue. Je peux obtenir plus. Il risque même d'être déçu de l'accord trouvé. Pas de concession sans contrepartie, c'est donnant, donnant. Et à l'issue d'une négociation, il y a une phase d'engagement, qu'on appelle le closing, où on précise qui fait quoi, quand, où, pour éviter les malentendus. D'accord ? C'est assez précis. Maintenant, le problème, c'est que si vous rentrez ce soir chez vous, je vous le souhaite, et que vous tombez sur un conjoint, et que vous lui dites, écoute, chérie, il y a une règle dans la vie, pas de concession sans contrepartie. Alors, moi, je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange ? Et puis, vous tombez sur un enfant qui vous dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Vous lui dites « Attends, je veux bien t'aimer, mais est-ce que tu as rangé ta chambre ?» Et puis lundi, vous tombez sur un collègue qui vous demande de l'aide et vous lui dites « Je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» Vous risquez de vous retrouver seul. Voilà. Et c'est le problème, et c'est un peu l'enjeu de ce que je voulais développer ce matin, quelle est la différence entre le don et la négociation. Vous voyez bien qu'il y a un quatrième registre, le don, qui est inconditionnel. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est beau aussi. L'amour est inconditionnel, le respect est inconditionnel, la confiance est inconditionnelle, et il est parfaitement ignomineux de demander à un enfant de dire à un enfant qu'il est digne d'estime, d'amour, dès lors qu'il se conforme à nos vœux. D'accord ? Ce registre du don est souvent confondu avec la négociation. Et je voudrais rentrer un peu dans le détail du don pour comprendre comment ça marche, quels sont les écueils à éviter, parce que ça peut être très toxique aussi, c'est pas que généreux, et voir quand est-ce qu'on revient dans la négociation. Premier distinguo, donc je le disais, entre le don et la négociation, la dimension inconditionnelle. Quand je suis dans le don, quand je donne quelque chose, je ne sais pas, c'est pour ça que c'est un pari de confiance, ce que je vais recevoir éventuellement en retour, qui va me rendre, quand est-ce qu'on va me rendre, ce qu'on va me rendre, ni même si on va me rendre. D'accord ? C'est un pari de confiance. Je ne conditionne pas ce que je donne. Deuxième différence fondamentale, dans la négociation, je quantifie ce qui circule entre nous. Quand je négocie un salaire, je sais combien, quand est-ce que je vais l'obtenir, mes objectifs, etc., etc. Quand je donne, je ne mets pas un prix sur le cadeau, délicatement, j'enlève l'étiquette ou je surligne pour pas qu'on voit le prix, je ne quantifie pas le temps que j'ai passé pour aider quelqu'un, etc., car je suis dans un registre inconditionnel. Pour autant, on va voir ensemble que le don, sous des abords extrêmement généreux, peut être extrêmement pernicieux. D'accord ? Dans les langues germaniques anciennes, don, gift, signifie à la fois cadeau et poison. Et nous allons donc voir ensemble rapidement comment il peut être un don, cadeau ou un don, poison. Alors, pour comprendre d'où ça vient, il faut citer un contemporain de Mary Parker Follett, Marcel Mauss, 1925, essai sur le don, le père de l'ethnologie scientifique française, le mentor de Germaine Tillion, qui a été panthéonisé,
qui explique que dans toute société, les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le troc, sur le donnant-donnant, sur le marché, mais sur le don. Tous ces travaux ont été fertilisés par tout un mouvement en sciences sociales qui s'appelle le MOS, Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, un acronyme, notamment par Alain Caillé. Et aujourd'hui, pour comprendre comment ça fonctionne, je vous propose 4 temps: demander, donner, recevoir, rendre. Comme une valse. Le don fonctionne comme une valse. 4 temps: demander, donner, recevoir, rendre. Et nous allons voir qu'à chacun de ces 4 temps, il y a des pièges relationnels. Je commence par la demande, un des moments les plus subtils. Pourtant, tout ce qu'on va voir, c'est du bon sens et on a beaucoup appris depuis notre éducation. Premier temps, demander. Qu'est-ce qu'on dit aux petits d'abord? S'il te plaît, il y a un mot magique. C'est pas passe-moi le sel, c'est s'il te plaît. Pour autant, dans les entreprises, on observe certains managers qui oublient le mot magique. Je vais vous présenter 8 dinosaures qui hantent le management. Le tyrannodon. Il ne demande pas, il exige. D'accord? Mary Parker Follett, toujours, intervient dans les années 20 sur une grève de mineurs extrêmement violente. Et quand elle interviewe les mineurs, ils disent « On est en grève parce qu'on ne supporte plus le pouvoir sûr. On n'est pas des chiens. Ce qui est insupportable, disent-ils, ce n'est pas de faire ce qu'on nous demande, c'est la manière dont on nous le demande. » D'accord? Donc, premier temps, demander, ce n'est pas exiger. Demander, c'est mettre les formes, laisser l'autonomie à l'autre aussi de pouvoir donner ou pas. Deuxième écueil, Eric en parlait, très, très, très répandu. Parfois on dit, réclamer, ça ne se fait pas. Demander, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, observez que plus de 52% des managers dans les entreprises n'osent pas demander de l'aide quand ils sont en difficulté. C'est un vrai problème. Or, comme le disait Eric, qui ne demande rien, on peut se leur dire, qui ne demande rien, voilà. Et ça, c'est le problème des timorodons. Ils n'osent pas demander. Ils font des demandes tacites, implicites. Plutôt que de dire « passe-moi le sel », ils disent « enfin, s'il te plaît, je peux avoir du sel, pardon, ça c'était… » Ils disent « tu trouves pas que ça manque un peu de sel ?» Ça vous fait rire pour le sel, mais quand il s'agit de rentrer en négociation pour une promotion, ils disent « tu trouves pas que j'ai bien travaillé ?» Et alors là, le problème, c'est que en face de vous, vous avez quelqu'un qui parfois, de bonne foi, ne comprend pas. Parce que quand ça ne démarre pas par « s'il te plaît » avec une demande précise, explicite, les gens parfois ne comprennent pas. Première possibilité. Deuxième possibilité, parfois les gens comprennent, mais ils ont une enveloppe un peu réduite, une enveloppe multiple, et ils se disent « qui ne demande rien, n'a rien ». Alors il y a un livre qui a fait beaucoup polémique, de Linda Babcock, qui disait que, ça s'appelle « Why Women Don't Ask », que les femmes en moyenne, en fréquence de demande, demanderaient 4 fois moins que les hommes. Et ce serait lié à un conditionnement dès la petite enfance. Osez demander, vous serez surpris de recevoir. Demander, c'est une étape essentielle. Il s'agit non seulement de mettre les formes, mais de motiver sa demande. Deuxième temps de la valse, demander, donner, donner. Nous allons voir à nouveau 2 écueils, et non des moindres. Le premier, c'est le mégalodon. Le mégalodon, il donne trop. Et alors, quel est le danger? C'est valable aussi dans la vie privée. Vous avez un très bon livre qui s'appelle « La haine de la dette, pourquoi on en veut à ceux qui nous veulent du bien ». Le problème du mégalodon, c'est que quand il donne trop, eh bien, naturellement, il écrase les autres de sa générosité. Je donne un exemple. Je vois une femme qui est manager, qui veut créer une bonne ambiance dans son équipe et qui invite tout le monde à la cafétéria. Tout le monde trouve ça sympa. Le lendemain, elle dit « rebelote, je vous invite à la cafétéria ». Et là, spontanément, quelqu'un dit « cette fois, c'est pour moi, je paye ». Et elle dit « non, c'est bon, c'est pour moi ». Et quand vous empêchez les gens de rendre, qu'est-ce qui se passe? Vous les mettez en état de
soumission, dépendance, suggestion. Le don est utilisé comme un marqueur de pouvoir extrêmement désagréable, à tel point que dans son équipe, tout le monde arrive en retard ou se cache au moment du petit déjeuner, qui est vécu comme un cérémonial humiliant. D'accord ? Il ne s'agit pas d'empêcher l'autre de donner à son tour. Donner, c'est permettre à l'autre de donner à son tour. Deuxième écueil, assez répandu, pourtant c'est un principe éducatif majeur. Je pense qu'on a tous eu le même. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Voilà. C'est dur avec les petits. Hein. On essaye de leur apprendre vers 1 an et demi, 2 ans. Ils ont du mal à lâcher les choses. Et parfois, c'est dur aussi chez les managers. C'est ce qu'on a appelé l'arpadon. L'arpadon, il ne donne pas vraiment. Hein. C'est son dossier, c'est son projet, c'est son bébé. Et il a du mal à déléguer toute l'autonomie qui pourrait aller avec ce qu'il demande ou ce qu'il donne pour que l'autre puisse réellement réaliser ce qu'il pourrait faire. Donc, donner, c'est le faire en permettant à l'autre de donner à son tour, mais c'est aussi donner vraiment. D'accord ? Sinon, ça ne sert à rien. Okay ? Troisième temps, donc, demander, donner, si vous me suivez toujours, recevoir. Recevoir, c'est un des moments les plus critiques et les plus beaux aussi. Marcel Mauss disait « Il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir ». Recevoir, c'est accepter d'être en dette. Marcel Mauss disait que être en dette, c'est accepter, c'est l'essence même du lien social. Tant que je suis en dette avec quelqu'un, je suis en lien car je suis censé le revoir pour lui rendre. Si je ne veux plus voir quelqu'un, je solde mes comptes, on est quitte et on n'a plus besoin de se voir. D'accord ? Il y a une très belle anecdote comme ça de Emmaüs. L'abbé Pierre, quand il a créé Emmaüs, en 1949, il est dans une grande maison, puis il y a des gens dans la rue, il commence à en accueillir quelques-uns, et puis on lui amène un homme qui s'appelle Franck Leguet, qui vient de faire une tentative de suicide. Et Franck Leguet lui dit « Qu'est-ce que tu veux m'apporter ? Qu'est-ce que tu peux me donner ? De toute façon, plus rien ne me raccroche à la vie. » Et l'abbé Pierre lui dit, il l'a mis dans ses mémoires, il a dit « J'ai fait le contraire de la charité. » Je lui ai dit « Tu as raison, j'ai rien à te donner. Par contre, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux pas m'aider ? J'ai un projet. » Et c'est comme ça qu'il a développé Emmaüs. Et cet homme est le premier compagnon qu'il a accompagné dans son mouvement. Recevoir, hein, c'est se mettre c'est permettre à l'autre à nouveau de donner, donc de créer un lien social avec l'autre, de retrouver aussi sa dignité d'homme. 2 écueils pour autant. Le premier, c'est l'ostréidon. Celui qui a peur d'être en lien et donc qui refuse le don qu'on lui fait. Le danger, c'est que c'est une offense faite au donateur. Refuser un don, ça peut briser un lien. Ça peut être extrêmement violent dans certaines civilisations, même avec des gens que vous ne connaissez pas bien. Vous refusez un pot, vous refusez un petit cadeau. L'autre se dit, mais soit c'est un radin, il ne veut pas me rendre, soit c'est quelqu'un qui se considère tellement plus fort que moi qu'il ne veut pas accepter quelque chose de moi. D'accord ? Je donne un exemple, c'est très mauvais pour le business. Hein. J'ai vu un commercial qui se rend à Hong Kong et on lui avait dit, plein de stéréotypes, tu as des enzymes qui dégradent l'alcool, t'inquiète pas, hein, tu devras boire du saké, chanter de l'alcool de riz, chanter au karaoké, mais t'inquiète pas, comme ça va créer du lien. Donc il va effectivement dans un restaurant chinois, il mange plein de trucs bizarres, jusqu'au moment où il y a le serveur qui arrive avec un espèce de chariot à roulettes, avec un tiroir, il ouvre avec des serpents vivants à l'intérieur, qu'il incise, et là il mélange la bile du serpent avec de l'alcool de riz, et lui tend le verre. Et là, c'en est trop pour notre commercial qui dit c'est bon là. Moi, je me suis déjà tapé 16 heures de vol, donc je vais me coucher. Je vous dis à demain pour la négo. Je vais prendre un boboon et salut. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Pas de négo, pas de lien, pas de négo, pas de confiance, pas de négo. Je dis pas qu'il faut accepter tout ce qu'on vous donne, hein, mais il faut le faire avec les formes. Hein. Deuxième écueil dans le fait de recevoir, malheureusement aussi répandu dans les entreprises, l'hypofaux don.
L'hypophodon, c'est, comme son nom l'indique, le hypotential. Le hypotential qui grandit parfois tellement vite dans un collectif de travail qu'il n'a pas le temps de rendre à ceux qui lui ont tant donné. Et ça peut laisser beaucoup d'amertume dans les équipes quand donner sans recevoir est davantage valorisé que recevoir sans rendre. D'accord ? Dernier temps, demander, donner, recevoir, rendre. Dernier temps, rendre. C'est le moment le plus intéressant puisque c'est celui qui va réenclencher, rendre ses données à son tour, qui est censé réenclencher le cycle du don et du contre-don. Pour autant, il y a encore 2 derniers écueils qu'il nous faut voir. Le premier, c'est ce qu'on appelait l'ankylodon, celui qui confond le don et la négociation. Catastrophe. Très répandu aussi. Vous avez une petite scénette très amusante à regarder sur Canal+, qui s'appelle Bref. Il y a un épisode qui s'appelle « J'ai un pote à condition suspensive » ou à condition générale. C'est le gars qui dit jamais non, il a un tic de langage, il dit « Je veux bien t'aider, enfin, si tu. Je veux bien, oui mais... » Et il conditionne systématiquement tout ce qu'il est censé rendre à des contreparties, ce qui fait qu'il va se retrouver seul. C'est d'autant plus dommage que quand le don et le contre-don s'accélèrent, on peut en arriver au top du top de la relation humaine, au top du top de la confiance, don, contre-don, don, contre-don, le point, qui est débiteur ou créditeur. C'est pourquoi on dit quand on s'aime, on ne compte pas. C'est ce qu'on appelle l'endettement mutuel positif. L'endettement mutuel positif, je rentre le soir, 4 enfants, je donne, ma femme donne. On les couche, on s'affale sur les canapés, on se regarde, on se dit qu'est-ce qu'on s'est donné. On n'a pas le temps de négocier, hein, sinon on est débordé. L'endettement mutuel positif. Attention, j'ai bien dit don contre don, don contre don, don contre don, car le dernier danger, c'est l'échinodon. Le Calimero du don. Il trouve que le monde est trop injuste alors qu'il irradie de bonté et de générosité. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bien, fais le bien. Mais quand tu es bon 2 fois, et j'ajoute sans contre-don, tu deviens bonbon. Et on te mange. » Nous on dit « trop bon, trop ». Pourquoi ? Parce que celui qui donne sans permettre à l'autre de rendre, l'autre se sentant redevable, a trouvé un moyen assez simple de s'exonérer du poids de sa dette, c'est de transformer tout ce qu'on lui donne en dû. On a tendance à mépriser l'autre à la hauteur de ce que l'on se sent redevable quand on n'a pas la possibilité de rendre. Ça peut être très violent. Ça peut être très violent. Hein. Dans les entreprises, on voit des gens qui se font comme ça exploiter avec aucune reconnaissance, aucune gratitude par rapport à tout ce qu'ils ont fait. D'accord ? C'est pour ça que le mot le plus important dans le management, c'est sans aucun doute merci, c'est-à-dire être en capacité de reconnaître le don qui nous est fait. Du coup, si je reprends, demander avec les formes, en motivant sa demande, donner en permettant à l'autre de donner à son tour et le faire vraiment, recevoir avec gratitude, reconnaître le don qui nous est fait, recevoir et accepter d'être redevable. D'accord ? Enfin, rendre. Rendre, c'est effectivement donner à son tour et s'assurer de le faire de sorte à ce que l'autre ait eu le temps aussi de nous donner entre-temps. De s'assurer qu'il y a un échange de don contre don qui fonctionne. Maintenant, question, qu'est-ce qui se passe si quand je demande quelque chose, on ne me donne pas ce que j'ai demandé ? Qu'est-ce qui se passe si on ne me donne pas ce que j'ai demandé ? Frustration, colère, déception, injustice, je boude. Et je retourne dans le conflit froid. Alors ça m'énerve. Je suis désolé de le dire, parce que je regarde sur mes enfants, ça marche pas comme ça.
Quand je leur dis non, enfin, je pense qu'on a à peu près les mêmes, ils boudent pas, ils bardent pas, ça les excite. Ils le disent pas comme ça, mais dans leur tête, il y a un déclic qui se produit, ils disent « chic, on va changer de registre décisionnel. On va sortir du don pour rentrer dans la négociation. » D'accord ? Quand on me dit non, j'accepte qu'on me dise non. Mais je n'accepte pas de ne pas comprendre pourquoi. D'accord ? Négocier, c'est à la fois poser le problème sur la table pour comprendre quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits par ma demande et pouvoir élargir les champs des options possibles pour parvenir à atteindre mon but. Je donnerai un dernier exemple parce que regardez les enfants, ils sont magiques. Ce sera mon exemple de conclusion. Tout petit. Vous prenez un tout petit, à peine il sait marcher, vous avez qu'une trouille, c'est que, par exemple, il traverse la rue seul. D'accord ? Donc, tout petit, vous leur dites interdit, attention, c'est interdit. Alors, il y en a qui intègrent la contrainte, les règles, et puis il y en a qui n'apprennent que par l'expérience, malheureusement. Donc, ce jour-là, vous avez froid dans le dos, vous les chopez par où vous pouvez, les oreilles, les cheveux, bref. Et vous leur donnez une leçon de négociation. Attention, un intérêt n'est pas négociable. La sécurité n'est pas négociable. Tant que tu ne sais pas regarder à droite à gauche, tant que tu n'as pas largement dépassé l'âge de raison, tant que tu ne sais pas distinguer un piéton vert d'un piéton rouge, no way, oublie, jamais tu traverses la rue seul. Si l'enfant n'est pas traumatisé, il se recentre sur ses intérêts, et il va voir qu'il a peut-être un intérêt complémentaire, l'autonomie par exemple, et il va basculer en mode « et si ». Et à cet âge-là, ils ont à peu près 98 idées par jour. D'accord ? Et là, il va dire « et si je te donne pas la main, mais je te tiens la veste ? Et si je te tiens par le doudou, et si je tiens la poussette, et si je donne pas la main à toi, je donne à ma maman, et si. » Et là, il y a deux possibilités. Soit vous lui dites « je t'ai dit, tu me donnes la main, tu arrêtes de discuter », vous le prenez et vous le déposez rageusement de l'autre côté de la rue, ce qui veut dire qu'à l'âge adulte, il va devoir se taper un séminaire en négociation. D'accord ? Soit vous acceptez de traverser dans des situations qui peuvent paraître cocasses, dès lors que ce qu'il propose satisfait vos intérêts et enrichit ce que vous aviez pu imaginer. Et donc vous voyez que l'agilité, pour passer à l'action, c'est effectivement donner, et c'est ceux qui enrichissent le plus de la vie, mais donner dès lors que je reçois aussi en retour, sinon je ne me décourage jamais de donner, mais je donne à d'autres. Dès qu'il y a un problème dans la relation, je rentre dans la négociation, je ne lâche rien, comme les enfants. Je prends exemple sur les petites de 2-3 ans, petites. Si ça ne marche pas, je recadre avec des règles. Et j'utilise le pouvoir en ultime dernier recours, car c'est le seul moment où il est légitime après avoir tout essayé. Je vous remercie.